Esprit Sport, le bonus toujours en compagnie des joueuses des Amazones, le FCG Amazon, Margot Donzel et Salomé Marant, avec toujours nos journalistes Éric Claire, Dauphiné Libéré, Mathias Araez, Télé Grenoble. On parlait, Salomé, de cette merveilleuse aventure internationale avec les Bleus à 7, donc l'équipe de France de rugby à 7, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose après pour toi ici au retour ? Changer quelque chose au niveau rugbystique, forcément ça marque mon parcours. Voilà, c'est inscrit maintenant. Voilà, je veux dire que j'ai marqué, on va dire, l'histoire de France. Mais après au niveau rugbystique, non, ça n'a pas forcément changé quelque chose sur mon retour à Grenoble. Je suis un peu rentrée, les faut redescendre sur terre, redescendre et se redire ouais, c'est reparti, les cours et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, c'est une fierté personnelle immense parce que bah voilà, on commence à être un peu plus appelé par les gens, des interviews, et il faut faire gaffe à ça parce que c'est vrai qu'on est direct pris par les émotions, ce qui est médiatique, les réseaux, on commence à un peu plus être connu quoi finalement. Quand on fait d'autres sélections, notre nom il commence à être ressortir et c'est juste ça à gérer. Mais sinon, rien n'a vraiment changé dans ma vie. Je suis restée comme je suis partie et voilà, je pense que c'est mieux à faire. Il faut se protéger. Exactement, c'est un peu ce qui ressort même quand on va en sélection là-bas, ils nous préviennent, ils nous disent vous savez très bien que vous allez recevoir des messages de gens qui veulent vous voir, vous rencontrer, ou enfin des pubs, des trucs comme ça. Et voilà, on est jeunes et il faut faire gaffe à tout ce qui est médiatisation et le reste. Margot, tu as eu un rôle un petit peu là-dedans, toi qui à la trentaine, 30 ans. Ça y est, c'est fait, 30 ans ? Ça y est, c'est fait. Ouais. Ça y est, c'est fait. Est-ce que, justement, on appelle un petit peu plus les anciens qui ont connu les Amazones d'avant à temporiser un petit peu, à calmer le jeu ? Après, on les aide aussi à se reconcentrer sur le club, et puis parce que le club a une histoire. C'est bien qu'elles en fassent partie, et nous, en tant qu'anciennes, on essaye d'être là pour elles, pour les aider à pas prendre la grosse tête, parce que ça peut être très, très vite fait. Et non, on a la chance d'avoir des petites jeunes qui sont vraiment de qualité, qui donnent tout, et ça va, on n'a pas trop à les engueuler. Au sujet de la médiatisation, justement, on en parlait tout à l'heure. Comment on parle beaucoup du sport féminin en général, du rugby en particulier. Comment vous-même, vous jugez le traitement médiatique dont vous faites l'objet ? Il est suffisant, il est insuffisant ? Il vous va ? Après, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et je pense que ça fait toujours plaisir d'entendre parler de soi, de voir sur les journaux que des jeunes, l'équipe de France, les Amazones ou n'importe quel club féminin. Mais c'est vrai que malgré tout, quand on compare, encore une fois, ça reste quand même minime. Et je pense que, pareil, ça va se développer, ça devait être encore de plus en plus parlé, parce que plus on en parle, plus les personnes vont s'intéresser. Ah, mais il y a des matchs, et c'est là où ça va commencer à payer pour nous, et on va dire, on va commencer à être de plus en plus connu, je pense. C'est ça, en fait, c'est que plus, en fait, on va devoir en parler, parce qu'il faut en parler, respecter un équilibre, c'est-à-dire il faut aussi se donner la démarche, chacun des médias. On doit en faire plus pour qu'au final, ça crée la demande. Et c'est vrai que ça crée les réflexes et la demande, c'est ce que vous ressentez ? Je pense qu'on est dans une génération maintenant qui est vachement tournée sur tout ce qui est les réseaux, la médiatisation, et comparé un peu avant où c'était vraiment plus que sur les journaux ou le bouche à oreille des personnes qui en parlaient. Maintenant, ça va de très très vite. Dès qu'il y a quelque chose qui est posté, ça peut faire le tour du monde, de la France en quelques secondes, et c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi, voilà, faut se protéger de tout ça. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, de nos générations, les générations d'aujourd'hui ou au futur, je pense que ce qui va payer pour le sport féminin, c'est tout ce qui est médiatisation autour de ça. Il ne faut pas oublier quelque chose. Éric Claire en sait quelque chose. Sur le papier, ça reste. Sur les réseaux, vrai, ça s'oublie aussi vite que c'est passé. C'est vrai. C'est ça aussi. C'est des phases, ouais, c'est vrai. Voilà. À la télé, ça reste aussi. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez garder quand même. C'est vrai. Ouais. Mathias, toi, tu étais au Crunch, d'ailleurs, Moi, j'étais notamment, au Crunch, parce que ça avait fait un sacré
beaucoup de projets sur votre sport, finalement, pas seulement sur le sport féminin, pas seulement sur le rugby, mais vraiment sur cette discipline à part entière qui cartonne vraiment à Grenoble. Oui, et puis c'est vrai qu'en termes de médiatisation et puis de reconnaissance, ça fait plaisir pour des joueuses de ce niveau-là d'évoluer aussi dans des grandes enceintes. Après le match contre la Nouvelle-Zélande, Maëlle Philopon, qui est une ancienne du club, avait souligné avec un petit peu d'ironie qu'il fallait qu'elle vienne avec le maillot de l'équipe de France pour jouer au Stade des Alpes. Peut-être que vous voulez réagir là-dessus. Moi, je pense qu'on a le temps encore. Hein. Ça fait quelques années seulement qu'on est FCG. Après, c'est sûr que ce serait une immense fierté de jouer au Stade des Alpes. Après, il faut prendre le temps aussi de faire les choses. Le rugby féminin prend une tournure sympathique avec pas mal de médiatisation de plus en plus. Mais je pense qu'il faut qu'on y aille doucement et pas trop mettre la charrue avant les bœufs parce que ça pourrait être très compliqué et partir un peu dans les dérives du foot masculin et ce serait vraiment dommage parce que c'est vraiment un sport à part entière et c'est vraiment il faudrait pas que ce soit dans les dérives qu'on peut voir et il faut que ça reste mesurable. À sa place. Voilà. On parlait tout à l'heure de la place des féminines dans le FCG. Est-ce que vous avez des relations avec l'équipe professionnelle ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en commun ou c'est chacun a sa vie de son côté ? C'est un petit peu séparé, mais je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de contacts. Vous suivez les garçons quand même ? Oui, je pense. Il me semble que oui. Bon, après, on a Shona qui a son copain qui est pro, alors Oui. forcément, ça aide. Oui, voilà, les Katupola, c'est ça, qui vient de Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Ouais. Après, voilà, nous, on a beaucoup de contacts avec les espoirs. On a la chance d'être en contact avec des espoirs qui commencent à faire quelques matchs en pro. Donc, du coup, est-ce que ça aidera pas à ce qu'il y ait un peu plus de contact entre les filles et les garçons ? Après, il y a beaucoup la barrière de la langue, il y a pas mal d'étrangers malheureusement, donc du coup on ne peut pas partager encore grand-chose, mais je pense que ça viendra plus tard et il faut qu'on prenne le temps aussi là-dessus, prendre le temps. Mais en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que le rugby féminin est très médiatisé aussi et reste aussi à sa place. Ça va, il n'y a pas trop de dérives, donc il faut garder la foi. En tout cas, nous, on est très heureuse en ce qui me concerne, et très heureux d'avoir une équipe de votre niveau et qui fasse aussi un aussi beau parcours et avec une telle humilité. Esprit Foot, les arrêts de jeu, toujours en compagnie de Esteban Sales, donc le 3e gardien du Grenoble Foot 38 et notre journaliste spécial foot, Mathias Araez. Esteban, on voulait en savoir un petit peu plus déjà sur ton rôle ici dans cette équipe du Grenoble Foot 38. Donc, comment est-ce que tu vis cette situation avec Camara Maubleu ? Comment est-ce qu'on vit cette concurrence ? Ça a l'air de bien se passer en tout cas cette année. Oui, ça se passe très très bien. On a besoin d'avoir une bonne osmose entre gardiens pour progresser tous ensemble et se tirer les uns vers les uns et les autres vers le haut, quoi. C'est très très important et c'est ce qu'on arrive à faire tous les trois, donc c'est très bien. Il se dit dans le vestiaire que tu es vraiment un ambianceur, que tu as toujours la bonne humeur. C'est aussi le rôle du 3e gardien d'être important, de pousser les autres. On sait que c'est un poste où il y a besoin de confiance. Tu parles beaucoup avec Pape Camara et Brice Maubleu. Ouais, tous les trois, on parle beaucoup pour tout et n'importe quoi. C'est important. Après, moi, c'est ma joie de vivre aussi qui est comme ça. C'est pas forcément mon poste. C'est surtout que je suis comme ça. À tout le temps avoir la banane, rigoler, voilà, je suis comme ça. Après, oui, le poste du troisième gardien, faut que quand il y a des gardiens ou des mecs qui sont un peu moins bien, on doit être là un peu pour eux entre guillemets, quoi. Donc on doit redonner sourire. Donc après, je dis pas que je suis un clown, mais c'est important. Pas du tout. Il faut rigoler, quoi. Ouais. Tu as été dans le groupe aussi contre Strasbourg avant le report, et puis contre Le Havre. C'est aussi ce genre de récompense qui fait avancer ? Oui, tout à fait. C'est toujours bien de faire des bancs en Ligue 2 ou même en Coupe de France ou n'importe quelle coupe. C'est toujours bien. Ça montre, malheureusement, c'est entre guillemets, si je suis sur le banc, c'est qu'il est arrivé quelque chose de physiquement pas très bien à mes copains gardiens. Mais c'est toujours bien d'être sur un banc. Il y a des 3e gardiens qui ont fait des grandes carrières aussi par la suite, de titulaires, oui. ça c'est sûr. On a connu ça notamment à Grenoble.
Tout à fait, tout à fait. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, si je peux prendre de l'expérience en tant que numéro 3, progresser aux entraînements, etc. Et le jour où le coach fait appel à moi pour jouer, il faut que je sois prêt à ce moment-là. C'est ça le rôle du numéro 3. Tu parles justement de l'entraînement. Moi, j'y vais quelques fois et j'ai eu l'occasion de te voir jouer dans le champ. Je voulais te parler de ton style de jeu. Tu es un gardien qui participe énormément. T'hésites pas, tu as cette capacité technique de jouer au pied, à prendre des risques aussi. C'est un style que tu apprécies. Comment tu l'as abordé? Comment tu l'as intégré? Mais disons que je suis considéré, entre guillemets, comme un gardien petit, maintenant. Avant, c'était pas le cas, mais maintenant, si. Quand on voit Pape et Brice, ils sont un peu plus grands que moi. Donc du coup, il faut qu'on trouve d'autres options de jeu. Moi, j'ai choisi de jouer haut, de jouer avec mes défenseurs au pied, d'être vraiment, entre guillemets, un défenseur central, un libéro, quoi, comme on dit à l'ancienne, être un libéro, jouer haut, couper les actions hautes. Voilà, moi, c'est plus ça qui convient à mon style de jeu. Ouais, on voit par exemple Pep Guardiola qui, dans toutes ses équipes, fait jouer ses gardiens. C'est un 11e joueur sur le champ, quoi. On pense à Ederson. C'est ça, tout à fait. Maintenant, les gardiens type, il y a Ederson, il y a Ter Stegen, Alisson. C'est des gardiens qui prennent beaucoup de risques au pied, qui jouent très très haut. Maintenant, on demande le poste de gardien de but. Maintenant, c'est un relanceur. C'est plus la personne qui doit dégager devant. C'est vraiment le premier relanceur. Et maintenant, au plus haut niveau, c'est ce qu'on demande aux gardiens, et même en Ligue 2, etc. Et même dans les championnats inférieurs. Alors ça, c'est ton style de jeu, c'est ton style de joueur. Tu as aussi un style. Et il y a quelqu'un qui va même très bien en parler. Salut Esté, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien à Grenoble pour toi. J'ai une petite anecdote à te raconter. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit, Ashton Kutcher, il s'est mis au football. Tu le ressembles vraiment trop. J'ai regardé le film il n'y a pas longtemps. C'est trop toi, Toy Boy. Toy Boy. Non, j'espère que tu fais une bonne saison, que tu te plais à Grenoble. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et en espérant te retrouver très bientôt. Prends soin de toi. Alors ça, c'est cadeau. Mais dis donc. Voilà. Vas-y, fais voir une petite réplique ou un truc. Non, ça je peux pas. En plus, le film, il n'y a que Flo pour citer des films comme ça. Donc... Ça, oui, c'est sûr. On ne peut pas trop t'aider. Non, mais c'était... Flo, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître l'an dernier. C'est un top mec. Je me suis très, très bien entendu avec lui. C'est aussi, si je suis à Grenoble, c'est aussi un peu grâce à lui, faut le dire. Donc, non, franchement, c'est... un très bon pote. On va donner un peu des nouvelles de Flo David, justement, qui appartient toujours au GF38, comme Nathanaël Dieng, tous les deux sont prêtés à Rodez. Alors, Flo, il tourne pas mal. 6 buts déjà cette saison. C'est plutôt pas mal. On pourrait le voir un jour revenir au GF38. Ça te ferait plaisir, peut-être? Ah oui, non, mais tout à fait. Et puis, Flo, ça reste un joueur de très grande qualité, notamment avec une très grosse frappe de balle. Franchement, ça, c'est indéniable. L'an dernier... même si je l'avais un peu dans ma poche, aux entraînements, et il m'en a quand même fait subir pas mal. Hein, c'est un très très bon joueur, et je pense qu'il a de quoi s'imposer ici. Ça chambrerait sec quand même, hein, tous les deux, si vous oui, ça c'est sûr, mais ça c'est des petits restes de l'an dernier de l'épopée des Herbiers. On était des grands chambres aussi avec Mathieu qu'on a pu voir. On était tout le temps à se titiller les uns et les autres, quoi. Esprit montagne, extension donc de cette émission dédiée aux amoureux de la glisse en montagne avec la station d'Autran ici à l'honneur et le directeur de l'Office de tourisme intercommunal Vercors, Christophe Lebel. Merci encore d'être avec nous. Je suis ravi. Merci. Et avec un porte-drapeau aussi du plateau du Vercors, le multiple champion Robin Duvillard. Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois médaillé, il y a encore le week-end dernier, une belle médaille d'or au championnat de France. Alors pas de foulée blanche pour cette année du coup, Robin? Non, pas de foulée blanche, c'est toujours une petite déception personnelle, un petit peu intime de ne pas pouvoir courir cette course, parce que c'est toujours un plaisir d'y être. Après, c'est aussi une joie sportive parce que voilà, ça veut dire que je suis sur les courses plus importantes, qui est forcément la Coupe du Monde. Donc, il a dit plus importante, vous lui en voulez pas? Plus importante en termes de hiérarchie internationale et non pas de... D'accord. J'aurais dû peser mes mots. On plaisante évidemment parce qu'on sait à quel point en plus vous êtes attaché à cette compétition, mais qui a une valeur... n'a
n'importe qui ne gagne pas la foulée blanche tout de même. Absolument, le 42 km, surtout que c'était un 50 en 2018, voilà, exceptionnellement. Et Donc, Robin se c'est une rattrapera sur grosse- toutes les éditions. C'est une bien belle épreuve, effectivement, et assez difficile. Mm. Et puis Robin, tu as un peu participé à cette foulée blanche en préparant des fondeurs amateurs à l'événement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'attends aussi avec impatience de pouvoir déjà qu'elle ait lieu et de pouvoir voir un petit peu mes ouailles, comme on pourrait dire, à l'œuvre. Parce que voilà, avec le projet The Camp qu'on a monté, donc le bâtiment, la structure sur Corançon-en-Vercors avec Marie Dorin Habert et Loïs Habert, voilà, l'idée c'était de pouvoir aussi partager notre quotidien de sportif, notre expérience, d'apporter tout ce que le sport a pu nous apporter à nous dans nos carrières, pouvoir le transmettre au maximum de gens par différents biais. Donc un que j'ai trouvé, c'était de monter cette petite promotion. Donc là, cette année, c'était 9 personnes. Et je les prépare intégralement, on s'entend, mais de à peu près début octobre jusqu'à la foulée blanche. Donc c'est du coaching individualisé à distance. Et après, ils ont 2 stages d'entraînement. Un fin octobre, donc c'est plus orienté ski à roulette, musculation, voilà. Un à Noël pour le ski. Et donc le rendez-vous de la foulée blanche. Et dessus, en fait, je fais intervenir des experts dans différents domaines qui entourent la performance. Donc on a pu avoir de la préparation mentale, de la diététique, sur le matériel, le choix du matériel, le fartage, tout ça. Donc Rossignol m'a beaucoup aidé là-dessus, donc j'en profite pour les remercier chaleureusement. Et voilà, et maintenant là c'est la partie finale, donc c'est la course qui arrive. Voilà, ça leur permet de travailler sur le jour J un petit peu, des choses, l'aspect mental, sur la préparation du matériel, et de vivre en fait complètement l'expérience. Je cherche pas du tout un résultat là-dessus. Ce que je cherche, c'est alors ouvrir un petit peu les portes. Je suis le trousseau de clés. Je viens juste ouvrir les portes dans tous les domaines pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas que le domaine physique, il n'y a pas que ça. Surtout quand on a un travail, qu'on a une vie de famille, qu'on a d'autres choses que ce que moi j'ai au quotidien, qui est de me préparer pour le ski de fond. Et ben il y a des choses qu'on peut faire sur l'alimentation, sur le repos, sur préparer son matériel, sur avoir la stratégie mise en place le jour de la course. Je sais pas, être juste sa gourde qui est bien, qui gèle pas, la boisson d'effort qui est dedans. C'est des petites choses qui font qu'à la fin, la performance, elle se change. Alors, je donne un exemple qui était pourri, mais ça en fait partie. C'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui font que, voilà, ce que je veux juste, c'est une aventure humaine et qu'ils en aient ressorti quelque chose qui leur servira au-delà de la course. C'est mon vœu le plus cher. Les débuts de la station d'Autran, ils sont déjà bien loin. Évidemment. On rappelle que donc cette station est dédiée au ski nordique, mais pas que. En tout cas, c'est vraiment ce qui fait sa réputation. Autran, c'était un village, un petit village sur le plateau du Vercors qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1968, c'est sûr. Donc, il y a eu quand même 4 ans de préparation et de préparation intense. Vraiment, les habitants du Vercors se sont préparés, se sont même formés à accueillir tout ce monde, se sont formés à l'hôtellerie. C'est vrai que ça a été un booster de l'économie basée sur le tourisme. Absolument, oui, ça a transformé le village, puisqu'il y avait surtout des paysans, des bûcherons à l'époque à Autran. Et l'arrivée des Jeux Olympiques a été vécue comme une transformation parfaite. Surtout que l'agriculture se transformait déjà à cette époque-là. Voilà, c'est ça, donc exactement. c'était un moyen un nouveau souffle en fait finalement pour les habitants. Et puis pourquoi les épreuves nordiques et cette vocation nordique, c'est parce qu'effectivement la plaine d'Autran-Méaudre est superbe et parfaite. C'est des zones de prairies. On voit que c'était des zones entretenues par les agriculteurs. Et l'hiver, enfin la neige arrivant, c'était des endroits idéaux pour pouvoir tracer des pistes de ski de fond et proposer justement des distances adaptées à ces épreuves des Jeux Olympiques. Et c'est maintenant ce terrain-là qu'on optimise toujours et où se déroule la foulée blanche dans quelques jours. Alors Autran est assez précurseur, pionnier même, on va dire, dans l'apprentissage du ski de fond. C'est à Autran que sont nées les premières écoles de ski de fond, à l'époque où le ski alpin était enseigné et pas le ski de fond. Oui, c'est exact. Alors, je pense que c'est juste après-guerre, voilà. Et cette vocation un petit peu d'apprentissage du ski alpin, puis nordique, est bien encore ancrée dans le territoire. C'est un peu votre ADN, comme on le dit, avec ce mot à la mode, mais vous, ça veut vraiment dire quelque chose ? Absolument. Et on le retrouve aussi dans l'offre touristique, puisqu'il y a beaucoup de centres de vacances, il y a beaucoup de classes de neige qui viennent à Autran. Et on retrouve justement cette vocation encore actuellement.
Absolument. Vous recevez jusqu'à combien de tourisme au moment de la foulée blanche, par exemple? Parce que c'est un village. C'est plusieurs centaines de participants, donc c'est presque 1 millier, je crois, sur l'ensemble de la foulée blanche. Voilà, ouais. Si on compte aussi les scolaires qui viennent ou les collégiens, lycéens. Et voilà, ça remplit aussi les lits de la station sur l'espace d'un week-end. C'est assez fantastique. Et également, en été, on disait vraiment le tourisme sur le plateau en été est toujours très, très prisé par une clientèle très internationale. Alors c'est vrai que la clientèle estivale, enfin le Vercors de toute façon en règle générale est traversé par toutes les clientèles, c'est assez facile d'accès et on peut y pratiquer toutes sortes d'activités. On est vraiment dans un tourisme multisaison et très diversifié, c'est ce qui fait la force je pense du Vercors et d'autres en Méaude en particulier. Allez, encore un dernier petit mot. Vous n'avez pas encore soufflé votre première bougie à l'office de tourisme. Vous êtes arrivé en février dernier. C'est du plaisir de travailler sur un tel plateau. Ah, beaucoup à découvrir, mais... Tout à fait. C'est justement, j'en parlais, là, ce côté multifacette du Vercors. Et cet office du tourisme incarne un peu ça, justement, puisque vous avez parlé d'intercommunalité. Nous sommes associés à la station et au village de Lens-en-Vercors et de Saint-Nizier, autre station olympique de l'époque, avec son fameux tremplin. Tout à fait. Donc voilà, on a un projet de développement touristique sur plusieurs communes. Et puis nous travaillons également avec Villard-de-Lans et Corançon pour compléter le tableau, pour accueillir de nombreux touristes, 4 saisons sur notre plateau. Très bien. On est en pleine saison de la vercouline, donc la fameuse raclette au bleu du Vercors. Interdit, ça, non? Enfin, ça dépend ce qu'on met avec en même temps. Je vais attendre le 1er avril. Exactement. Allez, merci encore à tous. Merci beaucoup, Valentin. Merci toute l'équipe de Ski Chrono d'avoir été avec nous. Et belle foulée blanche, encore une fois. Tout à fait.